À ce deuxième webinaire qui est consacré à la lutte contre l'ambroisie et organisé avec l'Observatoire des ambroisies en partenariat avec le Centre national de la fonction publique territoriale du 15 au 30 juin. Donc ce deuxième webinaire va être consacré aux risques d'allergie liés à l'ambroisie et vont intervenir en fait pour ce webinaire Martine Gros-Claude qui est médecin allergologue et tout à l'heure Marie-Lou Mottet, donc coordinatrice de l'Observatoire des ambroisies au sein de Freudon France, qui va nous rejoindre tout à l'heure après la présentation de Martine Gros-Claude. Donc moi-même, je suis Elisabeth Roffray, responsable du pôle de compétences paysage et biodiversité au CNFPT. Alors un petit mot sur le déroulement de ce webinaire. Donc on aura une présentation donc de Martine Gros-Claude qui va durer à peu près une quinzaine de minutes, 15 à 20 minutes. Puis nous pourrons répondre à vos questions. Vous pouvez poser vos questions dans le petit module conversation qui est situé en bas à droite de votre écran. Et on posera avec Marie-Lou vos questions à Martine Gros-Claude. Voilà, je laisse la parole à Martine Gros-Claude. Eh bien, bonjour à tous, je vais donc vous parler des conséquences sanitaires d'allergie à l'ambroisie. Si vous voulez passer la première plaque, s'il vous plaît, voilà. Donc, quelques généralités. Donc, la rhinite allergique en France augmente régulièrement depuis 30 ans, ça c'est une certitude, et évidemment l'allergie à l'ambroisie n'a pas échappé à la règle, puisque maintenant la gêne occasionnée par la plante dans les régions impactées touche une personne sur 4, et ça n'ira qu'en s'aggravant, puisque d'après les prévisions de l'OMS, il se pourrait qu'en 2050, 50% de la population soit touchée. Donc tout ça, bien sûr, génère de fortes dépenses de santé. Par exemple, en 2017, rien que pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons dépensé 44 millions d'euros de dépenses de santé en relation avec l'allergie à l'ambroisie. Plaque suivante, s'il vous plaît. Donc pourquoi une telle progression de l'ambroisie ? Eh bien, le changement climatique, il est pour beaucoup, puisque ça augmente la température et donc la production de pollen, que ça allonge les saisons polliniques. Il y a également une augmentation du CO2 qui favorise la pousse des plantes. On assiste aussi à une extension géographique de la plante, qui a toujours été favorisée par les activités humaines, mais là on assiste à une translation du sud vers le nord, et on peut parler vraiment d'invasion de l'ambroisie de plus en plus forte sur le territoire français. Et puis il y a une augmentation de l'agressivité des pollens liés à la pollution, et en particulier aux particules diesel, qui sont capables de fragmenter les allergènes et de multiplier les allergènes libérés. Plaque suivante. Donc la répartition de l'ambroisie suit en gros le 45e parallèle dans le monde, comme vous voyez sur cette plaque que m'a aimablement prêté Samuel. Plaque suivante. Et par exemple en Europe en 2019, vous voyez sur ces taches marron foncées, c'est là où il y a le maximum d'ambroisie, et on retrouve cette dissémination autour du 45e parallèle. Donc vous voyez qu'en France, c'est essentiellement la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes qui est touchée, et on retrouve cette maximisation dans l'Italie du Nord et dans les Balkans. Plaque suivante. Là, je suis fière de cette photo parce que c'est moi qui l'ai prise au pied de Notre-Dame de Paris le 23 octobre 2019, donc en fin de saison. Donc c'est quand même très étonnant puisque jusqu'à maintenant, cette région n'est pas du tout touchée. Et ça s'explique par les travaux autour de Notre-Dame, et surtout la fermeture du petit jardin qui se trouve en dessous. Donc fermeture, donc pas d'entretien, et du coup l'ambroisie se développe très facilement sur ces terres non entretenues. Plaque suivante. Voilà, donc on va maintenant parler des répercussions cliniques de l'allergie à l'ambroisie, et ces atteintes suivent plusieurs mécanismes physiopathologiques.
qui éventuellement sont associés. Il peut y avoir un mécanisme purement irritatif, c'est-à-dire que l'ambroisie se comporte comme un polluant biologique capable de stimuler, d'irriter les muqueuses respiratoires qui sont peut-être un peu plus chatouilleuses. Et puis, il y a un mécanisme immunologique qui correspond à une synthèse génétiquement déterminée d'anticorps spécifiques de l'antigène ambroisie, et c'est cette liaison antigène-anticorps qui est à l'origine de la réaction allergique. Et ces deux mécanismes, bien sûr, peuvent être associés. Plaque suivante. Alors, quels sont les signes cliniques liés à l'allergie à l'ambroisie? Eh bien, essentiellement une rhinoconjonctivite qui est présente dans l'immense majorité des cas, 90% des cas, qui peut être associée à un asthme présent souvent, plus souvent que dans les autres polynoses, et puis de façon un peu plus rare, des atteintes cutanées à type d'urticaire, d'eczéma, où il peut y avoir un syndrome oral possible en relation avec des allergies croisées entre l'ambroisie et certains légumes ou aliments. Plaque suivante. Voilà, donc sur cette plaque, vous avez les éternuements, le nez qui coule comme de l'eau, le nez bouché, les démangeaisons au niveau du nez, la trachéite, l'œil rouge, l'urticaire, les démangeaisons cutanées ou carrément la crise d'asthme. Savoir que dans tous ces symptômes, qu'ils soient isolés ou associés, il y a toujours une asthénie, c'est-à-dire une fatigue qui est constante et qui va détériorer la qualité de vie. Plaque suivante. Plaque suivante. Donc la rhinoconjonctivite, c'est le symptôme principal qui comprend lui-même des symptômes cardinaux qui sont la rhinorrhée, c'est-à-dire le nez qui coule absolument comme de l'eau, les éternuements en salve, l'obstruction nasale, les démangeaisons au niveau du nez, les démangeaisons au niveau du palais, qui est très caractéristique, et puis des maux de gorge, des bourdonnements d'oreilles, des maux de tête, des démangeaisons au niveau des yeux, l'œil rouge, sensation de sable dans l'œil, le larmoiement, la photophobie, la difficulté qu'on a à tolérer la lumière, puis il y avoir des œdèmes au niveau des paupières, et puis carrément quelquefois des lésions de kératite qui sont beaucoup plus graves. Plaque suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc le retentissement de la rhinite à l'ambroisie sur la qualité de vie est constamment plus marqué, plus important que dans les autres allergies à d'autres pollens, avec en particulier un sommeil de très mauvaise qualité, donc pas de possibilité de récupération, une mauvaise audition, une perte de l'odorat, une perte du goût, et puis cette fatigue omniprésente. Donc il y a vraiment un retentissement important sur la qualité de vie qui va se solder par de mauvaises performances personnelles ou domestiques ou scolaires ou professionnelles, des arrêts de travail, etc., etc. Diapositive suivante. Donc l'asthme à l'ambroisie est présent dans la moitié des cas, ce qui est beaucoup plus fréquent que dans les autres polynoses. Donc l'asthme, c'est un bronchospasme, c'est-à-dire un rétrécissement spasmodique au niveau des bronches qui est réversible après inhalation de bronchodilatateurs comme par exemple la ventoline. Ça ne peut être qu'une trachéite spasmodique sans bronchospasme ou des manifestations d'oppression thoracique, d'essoufflement, de dyspnée, en particulier au niveau de l'expiration, avec un sifflement très caractéristique et presque constamment d'hypersécrétion bronchique. Donc ça peut être très simple, ça peut être une crise ou deux maximum pendant toute la saison, bien réversible et sans gêne entre les crises, mais ça peut être quelquefois très très sévère. Et ça m'est arrivé, moi personnellement, d'appeler le SAMU devant une crise d'asthme générée par l'allergie à l'ambroisie. Plaque suivante, diapositive suivante. Donc l'hyperréactivité bronchique et l'inflammation de la muqueuse bronchique sont constantes. Et elles vont évoluer pas toujours de façon sympa. C'est-à-dire qu'il peut y avoir assez fréquemment une évolution autonome après la saison. La saison est terminée, mais les problèmes persistent. Et puis, c'est pas toujours réversible. On va dire que la réversibilité est inégale dans le temps. Il peut y avoir des phénomènes de remodeling. Le remodeling, c'est une inflammation chronique
et persistante et même définitive, qui n'est jamais totalement exclue et qui va aboutir à une modification en profondeur des éléments constituant le muscle lisse bronchique, les glandes à mucus, l'architecture collagène, qui vont être profondément remaniés et aboutir à une insuffisance respiratoire plus ou moins importante. Diapositive suivante. Donc les atteintes cutanées sont beaucoup plus rares, un type d'urticaire ou d'eczéma, ça peut être diffus, ça peut être localisé aux régions découvertes, ça peut être isolé, rarement, la plupart du temps associé aux manifestations respiratoires. Il y a quelquefois des dermatoses de contact, en particulier au niveau des régions découvertes et des jambes, les gens qui se baladent en short dans un champ d'ambroisie et qui se retrouvent avec ces dermatoses très irritantes. Et c'est lié au lactone sesquiterpénique, c'est des mots barbares, qui se trouvent dans les tiges d'ambroisie. Diapositive suivante. Alors, les conséquences de l'allergie à l'ambroisie au niveau de la défense anti-infectieuse, ça c'est à retenir parce que c'est important. Il y a un déséquilibre des défenses immunitaires contre les microbes, contre les virus, au profit de l'allergie. Le système immunitaire met toutes ses forces pour se défendre contre l'ambroisie et du coup il est beaucoup moins bon pour se défendre contre les microbes et les virus. Donc du coup, moindre résistance en hiver, infection itérative, et tout ça n'est pas fait pour améliorer l'inflammation bronchique et nasale plus ou moins chronique. Diapositive suivante. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc le bilan allergologique est indispensable pour mettre en évidence les vrais allergiques à l'ambroisie. Les vrais allergiques, ce sont ceux qui produisent ces anticorps spécifiques, et ce sont ceux-là et ceux-là seulement qui pourront bénéficier d'une désensibilisation. Donc, un interrogatoire, on va préciser les antécédents familiaux. On se rappelle que quand il y a un parent atopique, ça veut dire qu'on est capable de synthétiser ces fameux anticorps. Et bien, quand il y a un parent qui est atopique, c'est 30% de chance, enfin, si on peut appeler ça une chance, pour chaque enfant d'être atopique. Quand les deux parents le sont, c'est 70%. Donc, les tests cutanés allergologiques vont permettre de prouver la présence de ces fameux IgE, ces anticorps spécifiques de l'ambroisie. C'est facile à réaliser, il y a une excellente sensibilité, une excellente reproductibilité, donc c'est vraiment indispensable de les faire. Ils peuvent se suffire à eux-mêmes. Quelquefois, ils peuvent être négatifs alors qu'il y a quand même une allergie, parce que les gens ont pris des antihistaminiques qui négativent les tests cutanés, et à ce moment-là, on fait des tests biologiques, des dosages de ces fameux anticorps. Diapositive suivante. Alors, que faut-il faire? Comment traite-t-on l'allergie à l'ambroisie? Comme dans toutes les allergies, il y a trois volets. Un volet préventif, un traitement médicamenteux et la désensibilisation. Diapositive suivante. Diapositive suivante, voilà. Donc la prévention, eh bien, c'est fuir l'allergène, ça tombe sous le sens, donc éviter les zones riches en pollen, tenir compte de la météo et des comptes polliniques qui nous sont aimablement fournis par le réseau national de surveillance de l'air. Faire attention au linge, pas faire sécher dehors et qui ramasserait les pollens d'ambroisie, prendre soin de se laver les cheveux le soir avant d'aller se coucher, sinon on va disperser des pollens sur l'oreiller et on risque de ne pas passer une très bonne nuit, mettre des lunettes, se protéger, quand on est en moto, quand on est en voiture, relever les vitres, pas trop pratiquer d'activités extérieures les jours de grand vent et en pleine saison, enfin, tout ça ce sont des questions de bon sens. Diapositive suivante. Donc les traitements médicamenteux, plusieurs objectifs. D'abord contrôler l'inflammation toujours induite par l'allergie, conséquence de l'allergie. Donc ça c'est le rôle des corticoïdes, ce sont surtout les corticoïdes locaux, en particulier au niveau nasal, dont on use et on abuse parce qu'ils ne sont pas du tout dangereux. On a quelquefois recours aux corticoïdes par voie générale qui là sont beaucoup plus dangereux, donc c'est pour une très courte durée et en cas vraiment d'aggravation.
Ensuite, les traitements médicamenteux visent à réduire les symptômes, donc c'est le rôle des antihistaminiques, des médicaments contre l'asthme, des décongestionnants, des collyres anti-allergiques, et puis bien comprendre qu'il faut vraiment traiter le nez, ne pas laisser s'installer cette rhinite, parce que c'est en traitant le nez qu'on va prévenir l'asthme. Bien se rappeler qu'il y a un risque de dérapage asthmatique dans la rhinite allergique à l'ambrosia qui est important, supérieur à 50%. Diapositive suivante. Donc la désensibilisation, qu'on appelle encore immunothérapie spécifique, est réservée aux vrais allergiques, c'est-à-dire ceux qui fabriquent ces anticorps spécifiques de l'ambroisie. Et la désensibilisation consiste à induire une nouvelle tolérance. J'aime bien cette définition de l'allergie qui est une perte de tolérance vis-à-vis de l'allergène. C'est pas normal de fabriquer des anticorps contre les pollens, contre les acariens, contre l'ambroisie. Donc cette désensibilisation va redonner de la tolérance. C'est une véritable rééducation du système immunitaire. Diapositive suivante. Donc, parce que c'est le seul traitement, ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul traitement capable de modifier l'histoire naturelle de l'allergie. C'est quoi l'histoire naturelle de l'allergie? C'est une rhinite qui va se transformer en asthme, ou c'est une sensibilisation unique à l'ambroisie, ou à autre chose qui va se compléter d'autres sensibilisations. Et la désensibilisation va empêcher ça. Diapositive suivante. Donc les points forts de cette désensibilisation, eh bien c'est qu'on peut faire ça à n'importe quel âge, donc les indications sont très larges. La voie sublinguale a remplacé la voie injectable, donc ça c'est quelque chose de très très important parce que les piqûres c'était quand même très 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 dur comme traitement, ça dure plusieurs années. Et puis la voie sublinguale a beaucoup d'avantages par rapport à la voie injectable. Bon, c'est plus facile d'utilisation, ça va de soi. Puis en plus, on fait ça pas toute l'année, on fait ça en pré et en co-saisonnier. Donc ça dure à peu près 4 mois par an. Par contre, il faut le faire pendant plusieurs années de suite. Et on dit entre 3 et 5 ans, donc on va dire 4 ans. C'est plus efficace que la voie injectable, parce qu'on bénéficie des particularités de l'immunité buccale qui est physiologiquement plus tolérante. C'est plus sécure, il n'y a pas de réaction généralisée, il y a très souvent des petits effets secondaires locaux, mais qui restent bénins, et il y a peu de contre-indications, toujours les mêmes, les grands désordres immunitaires, les cancers sont des maladies où on est... Il y a d'autres priorités que de s'occuper de l'allergie. Plaque suivante. Donc il y a des points faibles aussi. Les gens sont toujours très déçus quand on leur explique que ça ne va pas faire disparaître l'allergie. Rien ne peut faire disparaître l'allergie puisque c'est quelque chose qui est génétiquement déterminé. Mais par contre, l'ambroisie fait en sorte que l'allergie ne s'exprime plus, quoi. Ça n'empêche pas la consommation de médicaments, c'est pas du tout la même chose, c'est pas un médicament de plus, mais on s'aperçoit sous des sensibilisations qu'on consomme beaucoup moins de médicaments qu'avant. C'est cher, mais c'est remboursé, et puis finalement ça économise beaucoup de dépenses liées à la santé de ceux qui ne se traitent pas. Vous vous rappelez des 44 millions d'euros que je vous citais en exemple tout à l'heure, rien que pour une région. La diapositive suivante. Donc l'efficacité de la désensibilisation, elle se mesure à la diminution significative des scores de symptômes et ou de la consommation médicamenteuse par rapport à l'état antérieur. Donc là, il faut être très exigeant, il faut exiger un résultat dès la première année, sinon on laisse tomber. Et donc si ça marche, on continue une deuxième année, une troisième année, une quatrième année. Et les résultats globaux sont très intéressants. C'est peut-être même un des meilleurs résultats qu'on ait en matière de désensibilisation. Ça marche mieux que les acariens, ça marche mieux que les graminées. On va dire 70 à 75% de résultats positifs, bons ou très bons. Et puis, il y a quand même quelques échecs, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je crois que c'est la dernière plaque. Donc, je vous remercie de votre attention. Voilà. Merci. Vous m'entendez?
Oui, oui, merci beaucoup. Merci Martine. Merci. Bonjour à tous. Bien, alors il y avait effectivement plusieurs questions. Donc tout d'abord, en fait, concernant les symptômes, est-ce qu'ils sont spécifiques à l'ambroisie ou équivalents à d'autres allergies liées à des pollens? Ce sont tout à fait les mêmes symptômes. Simplement, j'ai insisté pour dire que la gravité d'ensemble est bien plus importante que dans les autres allergies. Mais ce sont les mêmes symptômes, en effet. Il n'y a pas de symptômes spécifiques de l'ambroisie. D'accord. Il y avait une question aussi sur l'utilisation des corticoïdes par rapport au Covid-19. Est-ce qu'on peut toujours recommander l'utilisation de corticoïdes? Alors, j'ai bien dit aussi qu'on utilisait énormément de corticoïdes locaux, de pulvérisation locale de corticoïdes qui sont absolument sans danger, même en cas de Covid. Ce sont les corticoïdes par voie générale qui peuvent poser un problème, mais là encore, ces corticoïdes par voie générale, on va les utiliser 3 à 5 jours pour vraiment un dépannage d'urgence. Donc, il y a, à mon sens, pas de souci. Voilà. Merci. Moi j'avais une question. Donc les personnes atopiques sont-elles plus susceptibles d'être allergiques à l'ambroisie? Ah ben bien sûr, oui. Bien sûr. Alors je rappelle aussi que l'atopie, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Quand on fait des tests cutanés, comme ça, à une population tout venant, on s'aperçoit qu'un tiers des gens sont capables, comme ça, de fabriquer des anticorps. Mais il n'y a pas un tiers de la population qui est gênée. Donc l'atopie peut être tout à fait inapparente, pas s'exprimer. Et il est bien évident que quelqu'un qui est atopique, qui est donc génétiquement déterminé, même si ça ne s'exprime pas pour faire de l'allergie, si on l'installe dans une région où il y a beaucoup d'allergies, il y a des chances pour que son allergie se concrétise un jour ou l'autre plus facilement. Voilà. J'ai bien répondu à la question. Je pense que oui, la personne qui l'a posée doit être satisfaite. Et une autre question qui est arrivée plus tard aussi, l'allergie peut-elle apparaître tardivement, après 50 ans par exemple? Bien sûr, à tout âge. À tout âge. Ça apparaît, donc les pédiatres nous disent que ça apparaît de plus en plus tôt. Et moi personnellement, j'ai vu des gens de bien plus de 50 ans, c'est de 60, de 70, de 80. Bon, il n'y a pas d'âge pour l'ambroisie, pour l'allergie, et particulièrement pour l'ambroisie. Et puis ne pas oublier cet aspect très irritatif de l'ambroisie. Il y a beaucoup de gens qui sont gênés, très très gênés. En fait, quand on leur fait des tests, c'est négatif, mais pourtant ils sont très gênés. C'est uniquement par un mécanisme d'irritation. Ça se comprend parce que quand on regarde un pollen d'ambroisie au microscope, on dirait un petit oursin miniature. Et quand il y en a des milliards comme ça qui passent dans l'atmosphère, qu'on respire, et qu'on a pour d'autres raisons, les tabagiques, les gens qui ont une susceptibilité au niveau de la muqueuse, eh bien on comprend tout à fait qu'ils sont plus gênés que les autres, quoi. Okay. On a encore d'autres questions. Pourquoi les particules de diesel rendent-elles les pollens plus agressifs que d'autres particules? Alors, parce que les particules diesel sont capables de fragmenter les pollens. Et du coup, ça va démultiplier le nombre d'antigènes. Le pollen éclate et il va y avoir encore plus d'antigènes présents dans l'atmosphère. Ça a été démontré il y a eu beaucoup d'études là-dessus sur les pollens de bouleau, les relations avec les particules diesel. Voilà. Il y a une question aussi sur l'allergie. Est-ce qu'elle peut disparaître spontanément? Quelqu'un qui est allergique, peut-il ne plus être allergique ou... Spontanément, ça dépend un petit peu de ce qu'on fait. C'est pour l'ambroisie, il suffit de se déplacer, d'aller dans un endroit où il n'y en a pas, pour que
les symptômes disparaissent. Hein. Donc c'est un peu fonction des conditions environnementales. Hein. Voilà. Pour revenir sur les particules diesel, les particules diesel rendent les pollens plus agressifs, mais d'une manière générale, toute la pollution, parce que la pollution elle-même va profondément irriter les voies respiratoires et les rendre beaucoup plus chatouilleuses et sensibles au pollen d'ambroisie. Okay. Une autre question, est-ce que des allergènes sont présents dans les tiges de l'ambroisie et même dans toutes les autres parties finalement de la plante? Alors, dans les tiges, non, hein, c'est uniquement au niveau des pollens qui sont disséminés par la plante, mais par contre, comme je vous ai dit, dans ces tiges d'ambroisie, et même dans les feuilles, je crois, il y a des substances comme les lactones sesquiterpéniques qui sont profondément irritantes pour la peau. Donc, c'est plus le même mécanisme, hein, il n'y a pas l'antigène, mais par contre ça irrite énormément la peau. D'où le fait qu'on recommande de prendre des gants quand on va faire des campagnes d'arrachage d'ambroisie. Voilà, c'est ça. Okay. Y a-t-il des zones de confort pour les allergiques, des régions où il n'y a pas d'ambroisie du tout? Ah bah bien sûr, oui, bien sûr. Hein. En France, il y en a encore pas mal, hein. En plein nord, et puis bon, il suffit de regarder rappelez-vous cette histoire du 45e parallèle. Et puis, alors il y a des endroits où vous êtes absolument certain de ne pas avoir de pollen, c'est sur un bateau. Donc partez en croisière, vous verrez, ça se passera très bien. Ouais, j'avais vu aussi, j'avais lu que en Amérique du Nord, donc là où elle est autochtone, où elle est présente naturellement, l'ambroisie, il y avait certaines zones touristiques qui jouaient justement là-dessus en disant Ambrosia free, donc pas d'ambroisie ici, venez, c'est super comme terrain. Je dis d'accord. On pourrait peut-être faire la même chose en France, en Bretagne, Normandie, Haute-France, etc. là-bas. Des nouvelles zones touristiques à Voilà. développer. Zone anti-allergie. Une autre question sur les allergies croisées. Est-ce que tu pourrais peut-être un petit peu plus développer puis nous dire quels autres aliments finalement peuvent rentrer en interaction avec les pollens d'ambroisie? Alors, ça a été bien connu avec le céleri et fruits et légumes. Donc il se trouve que dans ces aliments, céleri et fruits, il y a des substances qui ressemblent à s'y méprendre non pas aux allergènes, mais aux régions dans les anticorps qui vont correspondre aux allergènes. C'est-à-dire que l'organisme se méprend et ça donne des petites réactions au niveau buccal, qu'on appelle le syndrome de l'Essoff, enfin peu importe, avec des démangeaisons au niveau de la langue, au niveau des lèvres et tout. Et qui sont liés à cette ressemblance entre ces éléments présents dans les fruits et dans les légumes et l'ambroisie. Il y a une ressemblance entre les deux. Et donc l'organisme produit des anticorps contre ces régions, ces protéines ressemblances, on va dire. Et alors il y en a qui sont, enfin, la plupart du temps c'est pas grave du tout, sauf qu'on a maintenant individualisé certaines substances qui pouvaient donner des réactions un peu plus sévères. Donc on a fait beaucoup de progrès là-dedans avec des tests biologiques qui permettent de faire le tri entre ce qui est pas dangereux et dangereux. Alors, en ce qui concerne l'ambroisie, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de risque sévère comme des grosses allergies alimentaires, comme on peut voir par exemple vis-à-vis de l'arachide. Et ces fruits, ces légumes ou ce céleri qu'on va consommer pendant pendant la saison ambroisie qui peuvent poser quelques problèmes. Voilà. Ok. Là, il y a une question.
Oui. Oui. Donc, Les démangeaisons du palais sont caractéristiques de l'allergie à l'ambroisie. Non, pas du tout. C'est très caractéristique de l'allergie au pollen. Voilà, d'une manière générale. On rencontre ça dans toutes les allergies au pollen de graminées. On est en plein dans la saison en ce moment, au pollen du bouleau ou d'armoise et tout. Ces démangeaisons du palais évoquent un mécanisme allergique. Ça, c'est sûr. On va pas rencontrer ça dans une rhinite virale normale, quoi. De toute façon, retenir que d'une manière générale, l'allergie, ça gratte. Voilà. Ça marche. Il est midi, donc on va peut-être arrêter là. On peut peut-être rester encore quelques minutes en ligne pour les dernières questions. Mais je voulais juste aussi vous préciser, pour clôturer entre guillemets ce webinaire, que on a des premières photos qui nous remontent de Ambroisie qui commence à faire des premières fleurs. Donc les allergiques, préparez-vous. Voilà. C'est une très bonne nouvelle. J'ai vu quelque part que selon les prévisions du RNSA, la saison devrait commencer le 8 août, c'est ça? C'est ça, premier pollen le 8 août, ouais. Ah, ok. Très bien. Merci Bon, à écoutez, voilà. Merci beaucoup à tous. Merci Samuel pour tes gentils mots. Et puis, oui, j'ai vu quelqu'un a demandé la liste des fruits et légumes pour retenir sur le céleri avec l'ambroisie et puis autrement un peu n'importe quoi. Voilà. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et puis pour ceux qui suivent la série de webinaires, donc il y a un troisième webinaire demain qui sera sur l'agriculture et l'ambroisie. Donc voilà, ce sera ma collègue Viviane Bayad qui sera présente demain avec Marie-Lou et Bruno Chauvel. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne journée. Merci. Voilà, au revoir. Au revoir.